Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette occasion de présenter des travaux effectivement qui ont commencé il y a bien longtemps, au moment où j'étais jeune étudiante puis infirmière. Et effectivement, cette confrontation à la mort a été pour moi un rite de passage, une entrée dans cette profession, parce que je pense qu'effectivement, comme infirmière, c'est une profession qui est particulièrement confrontée à la mort, au corps, aux familles en deuil. Et c'est de ces souffrances, difficultés, découvertes, c'est là-dessus que je me suis appuyée pour construire toute ma carrière scientifique, parce qu'effectivement, dans un premier temps, j'ai voulu comprendre, me former, ce qui fait que j'ai fait un master en soins palliatifs, et aujourd'hui, je continue sur cette lancée, effectivement, en m'intéressant sur à ces nouveaux modes de gestion du mourir, et en particulier, sont-ils réellement nouveaux? Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer pendant ces 40 minutes. Alors là, quelques-unes des études sur lesquelles je m'appuie pour cette présentation, je vous ferai la grâce de toutes les lire. Et première chose que je pose, puisque nouveaux modes de gestion du mourir, il y en aura 3. Il y en a 2 tout d'abord, qui sont à la fois les soins palliatifs et l'assistance au suicide. Je les pose comme 2 modèles concurrents du bien mourir et je postule qu'il y a un conflit dans le champ de la mort sur lequel je vais m'expliquer. Un petit slide, une petite diapositive pour nous rappeler qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les mourants sont vieux, très vieux. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une nouvelle configuration et on y reviendra tout à l'heure. Alors par rapport aux soins palliatifs, Chantal Couvreur disait au fond qu'ils se développent en général en 4 phases. Il y a tout d'abord la phase des pionniers. Ici en Suisse, on peut penser à Charles-Henri Rapin, à Cosette Audier ou même à Rosette Poletti qui hante la tribune le dimanche, le matin, on appelle ça le matin maintenant. Et donc elle a fait partie de ces pionniers qui les premiers ont dénoncé en fait l'abandon dont auraient été victimes les mourants dans les hôpitaux. Ensuite, il y a le temps des institutions spécialisées. Ici, on pense à Rive-Neuve, à la Chrysalide, au CESCO. Et ensuite, à travers également les formations de soins palliatifs, il faut rappeler que les infirmières sont très friandes de formation de soins palliatifs et qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est plutôt chez les médecins et pas vraiment chez les infirmières. Donc, les pionniers, les institutions spécialisées qui contribuent à diffuser des valeurs, c'est-à-dire à ramener la mort dans la vie et à se dire qu'au fond, ce temps du mourir est un temps de la vie. On est aujourd'hui en Suisse, dans la 4e phase, l'intégration dans le système sanitaire. Et j'en veux pour preuve 2 éléments. Dans le canton de Vaud, le programme cantonal, qui date de 2003 et comme vous le voyez, qui s'est terminé en 2013, donc le canton de Vaud a fait figure de pionnier. Et dans ce programme, il s'agissait principalement de faire 2 choses. C'est de faire en sorte que tous les Vaudois aient accès aux soins palliatifs s'ils en avaient besoin et également à ce que dans toutes les institutions de soins, il y ait au moins une personne formée à un niveau de sensibilisation de soins palliatifs. Donc un programme qui est souvent cité à l'étranger comme étant un programme assez modèle. Et le deuxième élément qui effectivement confirme que nous sommes dans cette phase d'intégration, c'est la stratégie nationale de soins palliatifs, comme vous le voyez, qui s'est déroulée en 2 phases, 2010-2012, 2013-2015. Et là aussi, il s'est agi de garantir en fait l'accès. L'idée de base, c'est que tous les Suisses qui en ont besoin aient accès aux soins palliatifs. Aujourd'hui, dans la 2e phase, on s'intéresse beaucoup aux soins palliatifs de premier recours. Alors, quelques mots sur cette stratégie. Donc, dans sa première phase, il s'est agi de se dire, mais au fond, quels sont les besoins, qu'est-ce qui existe, que devons-nous mettre en place? Alors, dans la stratégie, on a décidé qu'il y avait des patients A et des patients B. Les patients A étant ceux qui nécessitent des soins palliatifs de premier recours pour lesquels les professionnels doivent être formés à un niveau de sensibilisation. Comme vous le voyez dans cette magnifique pyramide, on postule qu'ils sont les plus nombreux et on postule également que, au fond, il y a plus de monde et au fond, ils sont moins complexes, donc il y a moins besoin d'être formés pour les soigner. Et en haut, vous avez les patients B qui nécessitent des soins palliatifs. En gros, 80% de patients A et 20% de patients B dans la planification de la stratégie nationale. Un petit graphique que vous connaissez pour la plupart, c'est-à-dire la complexité. Qu'est-ce que c'est?
Beaucoup s'y sont cassés les dents. Si vous allez sur le site de l'administration fédérale, vous verrez qu'il y a des critères d'accès aux services spécialisés. Mais en gros, on dit qu'au fond, c'est l'aspect de l'instabilité qui fait qu'une situation nécessite des soins palliatifs spécialisés et cette notion, effectivement, de complexité et de besoin en soutien. Si vous prenez la pyramide et que vous la posez par terre, ça donne ça, c'est-à-dire que dans la stratégie, on s'est dit, ben voilà, au fond, il y a des soins palliatifs dans tous les lieux de soins et tous les lieux de résidence en Suisse. Et comme vous le voyez, des soins palliatifs de premier recours pour les patients A dans les hôpitaux, les CMS, les maisons de retraite. Et puis à droite, des soins palliatifs de niveau B que l'on a déclinés en différentes structures plus ou moins spécialisées, équipes mobiles ou autres. Et au milieu, vous voyez qu'on s'est dit, ben, il y a un soutien général qui sont les bénévoles. En soins palliatifs, on aime beaucoup avoir un recours aux bénévoles qui, au fond, remettent la société au chevet des malades. Et puis, on dit qu'au fond, tout ceci va très bien fonctionner puisqu'il y aura une coordination et une mise en réseau de l'ensemble de ces structures de soins. C'est très bien, c'est une assez bonne idée. C'est un peu plus compliqué dans la mise en œuvre. Dans les différentes études qu'on a pu réaliser, alors soit dans mon équipe, soit dans l'équipe de Madame Anchisi, soit dans l'équipe de Rosanna Follet, au fond, on a un certain nombre de résultats qui mettent un petit peu en cause ce modèle, en tout cas qui le questionnent. Alors, quand vous lisez la stratégie nationale, vous voyez qu'il y a deux slogans prioritaires. Le premier, c'est « choisir son lieu de fin de vie ». Il faut rappeler que le conseiller fédéral qui a mis en place cette stratégie nationale était Pascal Couchepin, radical libéral. Donc, il a beaucoup aimé cette idée que l'autonomie était au centre des soins palliatifs et choisir son lieu de fin de vie. Et il a aussi beaucoup apprécié ce que les soins palliatifs lui ont glissé dans le creux de l'oreille, c'est-à-dire que c'était des soins moins coûteux. Si vous allez aux soins palliatifs, vous aurez, au fond, vous serez au bon endroit, au bon moment avec les bons professionnels et vous n'encombrerez pas les services d'urgence ou de soins intensifs. Donc par rapport à ces deux slogans, ce que l'on constate nous, c'est qu'il y a un petit souci, c'est que les déterminants sociaux sont assez peu mobilisés. On en a parlé tout à l'heure des inégalités face à la mort. Alors dans la stratégie nationale, on s'intéresse aux migrants, effectivement, il y a quelques études là autour, mais au fond, on fait peu de cas du fait qu'aujourd'hui encore, si vous êtes un homme marié d'un bon niveau socioculturel, vous pourrez choisir de mourir chez vous, ce qui n'est pas le cas si vous êtes une femme veuve. Il faut souligner aussi que 70% des Suisses environ souhaitent mourir chez eux. Et que les soins palliatifs remettent assez peu en cause ce souhait de personnes en bonne santé. Donc, déterminants sociaux peu mobilisés en général, et puis il y a aussi une triade infernale, hein. C'est la MAF qu'on préfère, donc maison, autonomie, famille, puisque ce que l'on constate en fait, en tout cas dans une de nos études, c'est que effectivement les gens même malades souhaitent mourir chez eux et que ce choix de la maison est assez peu questionné par les professionnels, surtout au moment du passage de l'hôpital au domicile ou du retour à domicile. Au fond, ce que les professionnels oublient, c'est que si on analyse un petit peu plus globalement la chose, on voit que les discours qui disent que mourir chez soi ou se soigner chez soi, c'est la meilleure des choses, hein, que le domicile serait le meilleur endroit pour se soigner et pour mourir, sont concomitants avec les restrictions budgétaires, c'est-à-dire avec l'idée qu'il y a des bed bloqueurs et que ces gens vieux, malades, dont on ne pourra pas guérir, encombrent les hôpitaux, bloquent des lits et qu'ils seraient bien mieux chez eux pour se soigner et pour mourir. Donc vraiment, les discours sont concomitants. C'est merveilleux la famille et en même temps il faut sortir les gens des hôpitaux et restructurer les hôpitaux. Donc voilà pour la maison, voilà pour l'autonomie aussi. Dans les études que nous menons, nous voyons qu'en général, une fois que le malade a dit « je souhaite cela », en particulier pour le retour à domicile, eh bien, on discute assez peu des conditions dans lesquelles cette personne va retourner. Et quant à la famille, malheureusement, que ce soit du côté des professionnels, des patients et des familles elles-mêmes, on se contente d'une vision assez conservatrice dans laquelle il est normal d'aider son proche, il est naturel que les femmes plus douces et plus gentilles s'occupent de leurs époux, les conjoints s'occupent aussi de leur conjointe, mais au fond il y a assez peu de réflexion et d'analyse, je dirais d'évaluation des possibilités de cette famille et surtout de qui est-elle composée. Et également,
par rapport à ce passage de A vers B, ça veut dire que vous voyez bien que la masse de ceux qui sont chez A, c'est-à-dire les patients simples, ce sont des patients âgés dans les EMS, dans les hôpitaux. Et là aussi, la filière de soins, le passage de A vers B n'est pas très bien prévu. Je dis toujours dans mon canton, qui est de l'autre côté du lac Léman, le jour où je verrai un résident d'EMS accéder au service spécialisé de soins palliatifs, eh bien je croirai que ça fonctionne. Jusqu'ici, je n'y crois pas. Puisque vous savez très bien, pour celles et ceux qui ont travaillé en EMS, que c'est pas parce qu'on est en EMS et âgé qu'on présente une situation simple. Bien au contraire, on peut mourir dans des situations extrêmement complexes avec de très nombreux symptômes, des effets secondaires des différents traitements qu'on a subis, oncologiques ou autres. Alors là, c'est pas pour détailler, mais au fond, dans cette idée de l'autonomie, qui est assez centrale dans les soins palliatifs et dans la stratégie nationale, je vous ai mis le schéma. C'est ma collègue Julie Lamontagne, qui travaille à Québec, qui a fait sa thèse de doctorat sur comment on décide à trois. Ça veut dire quand on est vieux, qu'on a une famille et qu'on est face à des professionnels, comment on s'y prend pour décider par rapport aux options de fin de vie. C'est-à-dire, où est-ce que je veux mourir, est-ce que j'aimerais arrêter mes traitements. Donc ce que vous voyez, c'est que si on veut déployer l'autonomie, vraiment, si on veut vraiment prendre des décisions au plus proche, au fond, du respect de l'autonomie des gens âgés, il faut tenir compte de tout ça. Vous voyez, il y a des schémas de rétroaction, il y a différents facteurs, il y a une nécessaire confiance. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est illisible, mais je crois que quand on proclame qu'on respecte l'autonomie des gens, il faut un peu se référer à ce type de schéma. J'en ai d'autres, si vous voulez, un peu moins complexes, mais en tout cas, comme professionnel, mais aussi comme proche, il faut se poser ce type de questions, c'est-à-dire au fond quand on a décidé comment on s'y est pris. Autre chose qu'il faut avoir à l'esprit par rapport aux soins palliatifs, ce sont les travaux de Michel Castrat, sociologue qui a observé en France les services spécialisés de soins palliatifs. Il a fait énormément d'observations, il a fait des enquêtes et au fond lui ce qu'il nous dit, un bon mourant a 3 caractéristiques. Tout d'abord, il ne met pas trop longtemps pour mourir. En Suisse, par exemple, dans la stratégie nationale, vous pouvez mettre 2 ans, pas plus. Mais bon, 2 ans, vous êtes déjà un peu chronique, mais enfin, 6 mois, ce serait mieux, 3 mois, ce serait bien. Donc, il ne faut pas mettre trop de temps pour mourir. Deuxièmement, il faut avoir des problèmes que les soins palliatifs sont capables de gérer. Voyez-vous, parce que sinon ça ne sert à rien d'être dans un service de soins palliatifs si vous avez d'autres types de problèmes. Et puis troisièmement, et ça c'est assez important, c'est que, et là ce serait plutôt Rosanna Follet qui devrait être à côté de moi pour parler de ça, elle l'évoquera sûrement cet après-midi, c'est qu'au fond en soins palliatifs la parole est essentielle. Mais une parole qui est le fruit de l'élaboration à partir de votre situation. La conférencière qui était avant moi a dit qu'elle avait beaucoup apprécié ce passage en soins palliatifs, donc effectivement c'est intéressant de libérer la parole autour de la fin de vie. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vraiment libre déjà d'habitude. Il y en a certains qui n'ont pas envie. Et donc, au fond, là aussi, pour être un bon mourant, il faut que vous puissiez élaborer avec les professionnels, c'est-à-dire parler de votre situation, avancer, progresser ou autre. Donc voilà pour les caractéristiques du bon mourant. Alors, par rapport aux soins palliatifs, un nouveau mode de gestion du mourir, moi je proposerais une 5e phase, en fait. Parce qu'au fond, la phase d'intégration, elle pose un certain nombre de problèmes que je viens de vous décrire. Et donc, je pense qu'il s'agirait pour les soins palliatifs de réfléchir à comment on passe de A à B, comme je l'ai dit, donc créer des filières de soins, des itinéraires thérapeutiques pour les patients âgés. Je pense qu'il faut réinventer les soins palliatifs en se souvenant que la plupart des mourants sont âgés, souffrant de troubles cognitifs, pour certains avec un faible niveau socio-économique, une difficulté d'accès à la parole. Donc voilà, il va falloir réinventer ça parce que faire des soins palliatifs pour les patients cancéreux dans les services de soins palliatifs, c'est facile. Par contre, auprès des personnes souffrant de démence qui n'ont plus accès à la parole, dont la famille est épuisée, dans des services où effectivement on est très très peu doté, beaucoup moins qu'en soins palliatifs, c'est là qu'il faut être, de mon point de vue. Et enfin, voilà, je pense qu'il s'agirait d'oser des voies nouvelles. Les soins palliatifs sont nés de l'idée de dénoncer la douleur, dénoncer la solitude des mourants, mais étaient aussi une force de proposition. Donc c'est là qu'on attend les soins palliatifs en termes de force de proposition. Ça, c'était pour les soins palliatifs. Maintenant, on va passer au deuxième modèle, qui est l'assistance au suicide. Il y en a aussi pour eux, je vous rassure. Donc l'assistance au suicide,
Au fond, elle concerne assez peu de monde, puisqu'on peut dire en gros, bon an mal an, qu'aujourd'hui 600 personnes décèdent par assistance au suicide, alors qu'il y a 60 000 décès en Suisse, en moyenne. L'assistance au suicide fait les titres régulièrement de la presse. En Suisse, c'est très particulier. Hein. C'est le seul pays au monde où l'assistance au suicide est tolérée sous condition. Hein. Dans d'autres pays, vous avez soit l'euthanasie qui est légalisée, soit le suicide médicalement assisté. Mais en Suisse, c'est vraiment toléré sous condition. Je le dirais en Suisse, dans tous les cantons, sauf bien sûr dans le canton de Vaud, où nous avons une loi sur l'assistance au suicide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de prendre rendez-vous avec la mort, c'est-à-dire que l'assistance au suicide est gérée par des associations. Actuellement, il y en a 5 en activité. Les 2 premières, mises ensemble, représentent la 3e plus grande association pour le droit de mourir dans la dignité dans le monde. Elles s'adressent leurs prestations uniquement à des personnes domiciliées en Suisse. Pour les 3 autres, elles permettent aussi à des personnes non domiciliées en Suisse d'accéder à l'assistance au suicide. La petite dernière, pour ceux qui ne savent pas, s'appelle Life Circle. Elle a été créée à Bâle en 2012 et il y a l'association et une fondation qui s'occupent de l'assistance au suicide. Toléré sous condition, on l'a tellement dit 2 fois, je le mets quand même, hein, c'est un ancien article du code pénal civil et du code pénal militaire qui traitait les suicides sur l'honneur. Et donc, au fond, l'idée c'est que si vous n'avez pas de mobile égoïste, c'est-à-dire si vous n'attendez pas un héritage, si vous n'avez pas envie d'épouser la femme de votre ami, donc aucun mobile égoïste, Claudia von Balmos pourrait vous faire la liste plus exhaustive des mobiles égoïstes. Enfin, si vous n'avez pas de mobile égoïste et que le suicide est consommé, il y aura enquête, mais donc vous ne serez pas condamné s'il n'y a pas de mobile égoïste. Ça veut dire que pour les personnes qui choisissent une assistance au suicide, le premier acte, le premier événement après la mort, c'est l'arrivée de la police et du juge, ce qui est quand même assez particulier. Alors, dans le canton de Vaud, donc il y a eu une initiative populaire, 15 000 signatures qui ont été récoltées, et donc le canton a fait passer un contre-projet, et c'est-à-dire qu'il a rajouté un article dans la loi sur la santé publique qui concerne l'assistance au suicide en établissement sanitaire reconnu d'intérêt public. Ça veut dire que si vous êtes dans un EMS dans le canton de Vaud et que vous dites que vous souhaitez une assistance au suicide, les professionnels qui vous entourent ont 1 mois pour, au fond, considérer votre demande, l'évaluer en fonction des critères de diligence et vous donner une réponse, c'est-à-dire est-ce que vous avez accès ou pas. Ces critères de diligence, en fait, encadrent la pratique, les associations les respectent en partie, donc ça vient de la Commission nationale d'éthique, et qui dit, voilà, vous les connaissez, hein, c'est un peu le grand classique, on se suicide, hein, c'est pas une euthanasie, donc il faut avoir sa capacité de discernement, faire preuve d'une souffrance intolérable, et là, j'ai recherché dans les textes, parce que vous savez que la grande nouveauté, c'est qu'à partir du printemps 2014, les 2 plus grandes associations d'aide au suicide donnent accès au suicide assisté à des personnes qui ne souffrent pas d'une maladie incurable. Je pense que vous l'avez tous vu, ça c'est une nouveauté, c'est un nouveau défi, il faudra qu'on en reparle longuement parce qu'il y a du travail, enfin c'est vraiment une nouveauté. Mais j'ai relu les textes et en fait la Commission nationale d'éthique, vous voyez, on parle de souffrance intolérable. Alors après dans les considérants on évoque peut-être la maladie incurable, mais on était déjà quand même assez orienté avec l'idée qu'il suffisait de souffrir d'une... Enfin, suffisait, excusez-moi pour... excusez-moi du peu, mais enfin, faire preuve d'une souffrance intolérable était un des critères. La maladie psychique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas souffrir par exemple d'une dépression qui pourrait être la cause de votre demande. Le désir de mourir doit être durable et constant, pas de pression extérieure, ça c'est le mobile égoïste. Toutes les autres pistes ont été explorées, en particulier les soins palliatifs, et dans le canton de Vaud c'est assez particulier pour le service de soins palliatifs, puisque effectivement, alors il n'y a pas énormément de demandes, je crois qu'il y en a eu une dizaine environ depuis que la loi est en place, mais les soins palliatifs doivent évaluer ces situations, donc là, sont vraiment complètement en porte-à-faux avec leurs pratiques habituelles, on peut dire, puisqu'ils doivent venir comme ça évaluer si la personne nécessiterait des soins palliatifs, si elle les souhaite, et ça va être un élément pour poursuivre ou pas la procédure.
Un contact personnel, donc ça pour les associations qui travaillent avec des personnes non domiciliées en Suisse, c'est un problème, puisqu'au fond l'idée c'est qu'il y ait quand même plusieurs contacts avec la personne, le suicidant, la suicidante, et la notion du second avis que les associations d'aide au suicide ne pratiquent pas, donc un second avis médical. Donc voilà, quelques chiffres quand même sur cette pratique, les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Donc comme vous le voyez, en orange les femmes, en bleu les hommes. Depuis 98, c'est à partir de là qu'on a des chiffres officiels. Il faut dire que la pratique avant était, elle n'était pas clandestine, mais elle était plutôt marginale. On avait très peu d'éléments. À partir de 98, on a des chiffres. Donc vous voyez que ça, le nombre de cas à gauche, donc ça augmente et il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, par rapport à l'âge, vous voyez que, de nouveau, les hommes, les femmes, là, vous voyez déjà arriver quelque chose d'assez particulier, puisqu'en fait, il y a plus de femmes âgées qui choisissent un suicide assisté. Donc ça, c'est assez particulier. En général, dans les chiffres du suicide, ce sont plutôt des hommes qui se suicident. Et si on mélange le suicide assisté et le suicide, donc en bleu le suicide assisté, en jaune le suicide, eh bien, vous voyez que c'est vraiment, plus on avance en âge, plus on a recours au suicide assisté, voilà, par rapport au suicide en général. Donc c'est une affaire de femmes âgées, c'est une énigme et ce sera l'objet de notre prochaine étude, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi les femmes âgées se suicident recourent plus que les hommes au suicide assisté. Je vous fais grâce des différents articles qu'on a écrits à ce sujet sur lesquels je m'appuie. Et là, je reprendrai juste quelques résultats principaux de l'étude qu'on vient de terminer avec ma collègue Laetitia Stauffer, que je salue au passage. Nous, on s'est intéressé aux proches, c'est-à-dire les proches sont un petit peu exotiques dans cette affaire, parce qu'au fond, c'est d'abord le suicidant, son autonomie, sa dignité qui sont au centre de la démarche, là aussi. Et puis, les bénévoles des associations d'aide au suicide vont vraiment fortement demander à la personne qui fait sa demande d'informer ses proches. Il y a quelques situations où les proches ne sont pas informés. En général, ça donne lieu à des procès parce que c'est très difficile de découvrir que votre mère est morte et puis de découvrir la fiole dans le frigo. Enfin, entre deux, il y a eu la police quand même. Mais ça, c'est des situations qui sont assez difficiles. Donc nous, on s'est intéressé principalement aux proches avec ma collègue Claudia Gamondi du Tessin. Et ce qu'on a pu voir à travers une trentaine de situations qui ont été trentaine de situations analysées et environ 45 proches interrogés, c'est qu'il y a 5 objets de négociation entre le proche et le suicidant. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, comme la pratique est tolérée, il s'agit d'être sûr que vous allez avoir une démarche qui n'amènera pas pour vos proches des problèmes. Un travail de légitimation, mais aussi, enfin de légitimité plutôt, et il s'agit de légitimer auprès du proche votre démarche. Dans notre corpus, il y avait environ un tiers des proches qui n'étaient pas d'accord, qui ne partageaient pas les valeurs, qui avaient pour certaines des valeurs catholiques assez affirmées et qui ne pouvaient pas imaginer de choisir le lieu et le moment de sa mort. Donc là, il y a un immense travail de négociation parce que même la personne la plus opposée à cette idée a fini par accompagner son proche. Donc immense travail des négociations. Ce qui fait craquer les proches finalement, c'est l'idée de se dire: mon proche même, la personne qui va se suicider même, elle ne peut pas me vouloir du mal. Donc même si je souffre énormément, même si cette situation est très difficile, elle ne peut pas être malfaisante à mon égard, donc je vais l'accompagner. Deuxième objet de négociation, la décision de se suicider, et en particulier il s'agit de fixer la date. Et là c'est assez intéressant parce que il y a l'élément des limites, c'est-à-dire que la personne qui veut se suicider en général a atteint ses limites, soit réellement parce qu'elle a des douleurs intolérables, mais la plupart du temps c'est parce qu'elle imagine que le bout de chemin qui lui reste à faire sera extrêmement difficile pour elle, elle anticipe plutôt sur une perte de sa dignité, sur des souffrances intolérables. Donc ça c'est la question des limites. Et au fond, le deuxième élément qui est assez intéressant, c'est la fixation de la date, puisqu'au fond, ça va être avant Noël, pour qu'au fond, on puisse passer Noël tous ensemble, comme d'habitude, après Noël, pour la même raison, avant que le fils parte faire ses études à l'étranger, comme ça, on a un dernier moment ensemble. Enfin, il y a des aspects comme ça, très quotidiens et pragmatiques qui constituent les raisons pour lesquelles on va fixer une date.
Troisième objet de négociation, l'accompagnement de fin de vie, puisqu'il s'agit d'un réel accompagnement de fin de vie au sens propre du terme, c'est-à-dire cheminer légèrement derrière toi vers une destination dont je ne suis pas maître, mais je décide de rester avec toi. Et donc là, pour les proches, il va s'agir de, pour ceux qui sont très malades, maintenir en vie et capable et avec sa capacité de discernement pour pouvoir se suicider. Donc il y a un paradoxe, hein. Ça ressemble un petit peu à la peine de mort, il faut être bien en forme pour pouvoir le faire. Et puis il y a vraiment tout un temps assez particulier que les proches ne vivent pas si mal selon d'autres études américaines. C'est-à-dire qu'on se dit beaucoup de choses, on vit énormément de choses, c'est un temps, on parlait tout à l'heure du temps, extrêmement particulier. Le jour de la mort, effectivement, donne lieu à une mise en scène plus ou moins importante, mais plutôt importante, hein, puisqu'il s'agit de faire en sorte que ce soit une très très belle journée, que le moment de la mort soit signifiant. Enfin, c'est assez classique, hein, vous l'avez vu à la télé. Donc, dans les situations qu'on nous a rapportées, on retrouve ce qu'on voit à la télé, sauf dans une situation. La seule situation de pauvre que l'on a, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je suis dans une étude qualitative, mais la plupart des gens ont un très bon niveau socio-économique, sauf une personne. La suicidante était elle avait un faible niveau socio-économique, sa proche était au chômage, enfin beaucoup de problèmes financiers et des conflits au sein de la famille. Et dans cette situation-là, effectivement, la fille attendait que ce moment de la mort soit un moment de réconciliation et elle va vers sa mère qui avait bu la potion pour lui dire, enfin pour une dernière étreinte, hein, puisqu'on assiste à la mise à mort de son proche, et sa mère la repousse en disant arrête avec ça, et elle meurt. Donc assez difficile pour cette fille au fond. Voilà, donc en général des mises en scène assez pacifiées, sauf cette fois-là. Et enfin, par rapport à l'élaboration du rituel funéraire, je dirais que ce n'est qu'une fois la personne décédée, le rituel prévu par le mort accompli, que les proches peuvent commencer un petit peu à parler en jeu et à s'exprimer sur leur propre souffrance. Ils ont eu besoin dans les entretiens d'abord d'expliquer, de justifier, je dirais, la démarche de la personne avant de pouvoir parler de leur propre situation. Ce qu'on a vu aussi dans ces différents entretiens, c'est qu'il y a 3 temporalités qu'il faut négocier. Bien évidemment, le temps de la maladie, puisqu'il s'agit d'un suicide, la maladie avance, il faut conserver sa capacité de discernement et il faut pouvoir continuer, il faut pouvoir boire la potion. Il faut effectivement vivre un certain nombre de choses avec la personne, mais le temps de la maladie est extrêmement important. Il se coordonne avec le temps de la procédure. Là aussi, ça peut aller très vite. Dans la situation la plus rapide, c'était 1 mois. La personne n'était pas inscrite. Elle décide effectivement qu'elle veut en finir. Et le temps de l'inscription, la démarche, c'était la situation la plus courte, qui a duré 1 mois. Et là aussi, l'accompagnement qui doit vraiment se transformer, c'est vraiment un accompagnement de fin de vie. Et donc, les normes de l'aide vraiment doivent être réinterprétées, puisque vraiment, il s'agit de soigner, prendre soin pour que la personne puisse mourir. C'est assez particulier. Et les professionnels dans tout cela, quand même. Alors, ce que je dirais, c'est que au moment où la demande de suicide assisté émerge, il y a une rupture dans la prise en charge qui était prévue. Cette rupture est le fait du malade ou de ses proches. Et là, malheureusement, la plupart du temps, les professionnels, ils sont un peu... ils savent pas trop comment s'y prendre. Ils ont beaucoup de peine à garantir la continuité des soins. Ils sont surtout centrés sur eux-mêmes avec l'idée qu'ils ont été incapables d'atténuer effectivement la souffrance des personnes. Si, pour ce qui est du retour à domicile, ils militent absolument pour le respect absolu de l'autonomie des gens, quand il s'agit de mourir, c'est un peu moins absolu. Ça veut dire que cette demande est plutôt perçue comme un symptôme à décrypter, au lieu que ce soit vraiment le fruit d'une décision mûrement réfléchie. Et donc ça pose énormément de problèmes, parce que si les professionnels ont à faire leur travail effectivement et à se poser ce type de questions, s'ils font que ça, c'est un petit peu dommage, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont mûrement réfléchi au moment où elles posent leur demande, et vouloir absolument leur montrer qu'elles vont faire beaucoup de mal à leurs proches, qu'elles se trompent, appeler le psychiatre, les soins palliatifs, tout ça, ça aide pas à la relation de soins vraie, et ça n'aide pas les personnes aussi à pouvoir cheminer dans leur fin de vie. Donc aussi cette question de la dignité là qui est au cœur de la discussion, et malheureusement
la plupart du temps, les interactions sont liées à la procédure. Soit dans le canton de Vaud, vous l'avez vu, cette procédure assez formelle. Dans les autres cantons, il s'agit d'obtenir les certificats de capacité de discernement, d'obtenir les certificats de maladie incurable ou de souffrance intolérable, et d'obtenir l'ordonnance pour la potion. Donc tout est lié plutôt à la procédure. Là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les attentes dont les proches nous font part sont immenses envers les professionnels, parce qu'il s'agirait pour les professionnels d'être là, d'accompagner, mais de ne pas trop donner leur avis. Certains disent qu'il faut éloigner les casse-pieds. Les casse-pieds, ce sont tous ceux qui pourraient éventuellement émettre l'idée qu'on pourrait faire autrement. Donc la marge pour les professionnels est vraiment très étroite. Une fois que la décision est prise, les gens sont dans des rails et rien ne peut faire dévier cette décision. Donc pour nous, professionnels de la santé, il y a pas mal de travail. Alors quel défi pour les ADMD, puisque j'ai dit un petit coup de défi pour les soins palliatifs. Alors je pense que bien évidemment, cette idéologie de l'autonomie et de la dignité que vous avez largement entendue dans les différents débats, je pense que pour les associations du droit de mourir dans la dignité, il serait temps quand même de commencer un petit peu à se poser des questions, parce qu'ils le posent très clairement. Les gens sont autonomes, ils ont le droit de décider et nous les accompagnons. Vous avez vu, il y a maintenant des couples qui ont pu accéder à l'assistance au suicide. Avec cette ouverture aux personnes qui ne souffrent plus de maladies incurables, au fond, qu'est-ce qui va advenir? On sait jusqu'ici, mais là on se base sur des chiffres dans les pays où il y a une loi sur l'assistance au suicide, ça veut dire un contrôle, on répertorie les situations, donc aussi une loi sur l'euthanasie. On sait que le risque de la pente glissante n'existe pas. Ça veut dire que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie et l'assistance au suicide, les personnes qui ont de la peine à négocier avec les professionnels, ça veut dire d'un faible niveau socioculturel, les femmes, les vieux, ils ont moins d'accès à la mort volontaire. Je parle donc de pays qui ont légalisé. Donc le risque de la pente glissante, pour le moment, c'est un fantasme. Ça ne se vérifie pas. Mais je ne sais pas ce qu'il va advenir en Suisse, puisque maintenant, avec cette possibilité offerte, au-delà de la possibilité, une obligation faite aux EMS vaudois, aux institutions subventionnées, de répondre aux demandes dans un délai d'un mois, je me demande comment les professionnels vont être capables de tenir, c'est-à-dire d'accompagner les gens, d'assurer la continuité des soins, mais en même temps de tenir sur leurs valeurs. Parce qu'au fond, quand il y a quelqu'un d'effectivement qui vous casse les pieds depuis des mois, qui veut mourir, qui demande ça tous les matins, dont la famille est aussi fatiguée, comment les professionnels vont rester vraiment sur une analyse globale de la situation et essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres pistes. Vous me direz que c'est paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on peut en discuter ensemble. Je pense que les chiffres qui disent que la pente glissante n'existe pas sont valables ici et maintenant dans la situation. La situation suisse est très particulière. Et comme professionnel de la santé, il y a vraiment du boulot ensemble pour accompagner ces personnes. Et là, anticiper la barre des 2%, quand j'ai posé la question au docteur Sobel, comment allez-vous faire avec ces hordes de personnes qui risquent de vous interpeller? Lui, il s'appuie sur l'idée qu'en Belgique en particulier, c'est 2% des situations. Donc il s'apprête à faire face à peu près à une augmentation des demandes jusqu'à 2% du taux de décès, par exemple, du canton de Vaud. À voir. Donc voilà pour le deuxième mode de gestion du mourir. Je suis parfaitement dans les temps, Il parle plus, vous avez vu? Presque plus. 5 minutes? Comment ça, 5? 5? D'accord. Entrée en maison de retraite. Donc, comme je l'ai dit, au fond, c'est bien joli, ces deux modèles concurrents du bien mourir, on discute, soins palliatifs, euthanasie. La plupart des gens décèdent en hôpital avec des professionnels non spécialisés, en EMS avec des sous-dotations, des dotations d'EMS. C'est là que les gens meurent. Là, je dirais quelques mots sur une étude que nous venons de mener, 2 ans d'observation participante dans une maison de retraite. Nous, ce qui nous intéressait, c'était l'entrée, mais on a plutôt vu la sortie. Parce qu'il y a une surmortalité dans la première année de vie. Donc là, quelques mots pour se rappeler, on arrive à l'EMS quand on a épuisé toutes ses ressources personnelles, de son entourage, de ses proches, au terme d'un parcours d'institutionnalisation. On sort en général les pieds devant, quelques-uns rentrent à domicile quand même, et quelques personnes décèdent effectivement à l'hôpital. 30% de décès, ça veut dire 1/3 des résidents se renouvellent chaque année, un résident sur 3 meurt chaque année dans ses lieux de vie.
Petit clin d'œil à ma collègue Annick Anquisy, lieux de vie qui sont des lieux de mort. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, ça c'était la liste des 11 personnes qu'on a suivies, donc du premier jour d'entrée à l'EMS pendant une année, mais plus de la moitié d'entre eux sont morts en fait. Quand vous voyez 4 mois, c'est pas qu'ils voulaient plus nous voir, c'est qu'ils sont morts. Quelques mots aussi pour rappeler que ce parcours en fait d'institutionnalisation, pour les gens, ça nécessite vraiment, pour ces personnes âgées qui arrivent au bout de leurs ressources, un immense travail d'adaptation. Il faut traverser des cultures de soins, essayer de comprendre comment c'est l'EMS, comment c'est l'hôpital, comment c'est l'autre service, comment c'est le service de soins à domicile. Donc c'est un immense travail pour ces personnes. Et puis ce qui est très difficile, et j'entrerai pas trop là-dessus ici aujourd'hui, c'est de faire valoir ses désirs à travers ces différentes cultures de soins. Et ça, on l'a vu dans les 11 situations qu'on a traversées de manière plus ou moins aiguë. C'est assez compliqué. Certains deviennent les rois de la négociation pour essayer finalement d'obtenir de rester un peu plus longtemps à la sieste l'après-midi. Alors, qu'est-ce que je dirais sur mourir à l'EMS? Eh bien, au fond, ce qu'on a pu voir, c'est c'est une fin de vie accompagnée pour les situations A, malgré la faible dotation. Donc cette institution faisait tout pour accompagner les gens en fin de vie. Les symptômes simples sont maîtrisés, mais quand les situations sont complexes, c'est encore, malgré la présence des équipes mobiles, c'est assez difficile de repérer à quel moment j'appelle et surtout de convaincre le médecin traitant qu'il faut faire un traitement des symptômes, passer à la morphine, l'augmenter. Donc là, on a vu quand même quelques situations assez dramatiques de fin de vie extrêmement difficiles, extrêmement complexes, qui auraient nécessité l'équipe mobile en tout cas, voire l'hospitalisation aux soins palliatifs. Ce qui nous a impressionné sur les 40 décès les 40 décès qui se sont déroulés pendant ces 2 ans, c'est le soulagement général. Une seule fois, les professionnels avaient l'air un tant soit peu émus et surpris que la personne soit morte. Sinon, c'est oh, quelle chance, ah enfin, ah elle est morte, alléluia. Et je vous passe des pires et des meilleurs. Donc on leur a renvoyé effectivement que c'était pas possible. Être dans une institution où on meurt autant et 39 fois sur 40 être soulagé, ça va pas comme professionnel, d'être à ce point soulagé de la mort de ces personnes âgées. Par contre, du point de vue du rituel, je dirais que ce qui était tout à fait passionnant, c'est la créativité rituelle en place, c'est-à-dire rendre honneur aux morts, on est en terre catholique quand même, tout en protégeant les vivants d'un commerce trop fréquent avec la mort. Et ça, c'était fait de manière assez magnifique. Et ce qui était intéressant, c'est que l'infirmière-chef avait fait quelques cours de thanatopraxie, c'est-à-dire qu'elle maquillait les morts et qu'elle les rendait apaisés, toutes traces de l'institutionnalisation, effacer les chutes, les différentes choses et tout, avec un léger sourire, très compliqué à obtenir. Mais ça, c'était assez intéressant à voir. Alors, ce que je dirais par rapport aux situations complexes, je vais vous expliquer ce tableau, mais au fond, ça résume un peu ce que je dis jusqu'ici, c'est qu'au fond, il y a un petit problème. En EMS, donc la fin de vie en EMS, vous avez, au fond, il s'agit pour vous d'organiser le quotidien de la communauté contrainte. Même si on a choisi, on n'avait pas d'autre option. Donc c'est une communauté contrainte, et pour les professionnels, il faut organiser ce quotidien. Il faut protéger les résidents d'une mort trop fréquente, garantir socialement le confinement des grands exclus de la vie sociale, hein, la grande dépendance, la folie, la mort. Donc là, il y a une mission sociale majeure qui leur est imposée. Et au quotidien, il faut bien que ça tourne. Il faut bien qu'on se lève, il faut bien qu'on aille aux animations, il faut bien qu'on soit un peu propre, il faut bien qu'on prenne le bus. Voyez. Donc ça, c'est vraiment l'ordre négocié de l'EMS qui fait le cœur de la pratique des soins. Par contre, en soins palliatifs, vous avez le temps. Et puis, c'est autre chose qu'on attend de vous, c'est-à-dire organiser un espace intime et signifiant, intégrer la mort dans l'horizon de la vie, développer un discours sur la mort, et pour les professionnels, un modèle de gestion de l'impuissance. Comme l'a dit la première conférencière, on va tous y passer, ou Madame Claire, 100% de mortalité. De quoi que vous fassiez, les gens vont mourir. Alors si vous n'avez pas cette idée vraiment d'intégrer dans votre pratique de soins à la fois une efficacité maximum, mais en même temps une capacité à l'impuissance, eh bien, vous ne faites pas de vieux os en soins palliatifs. Et vous voyez que c'est vraiment l'inverse. Donc là, mes collègues de l'institution où j'ai fait la recherche étaient bien embêtés parce que j'ai dit, à mon avis, là, il y a à réfléchir ensemble sur comment vous allez faire, en particulier avec ces situations complexes. Continuez de dire, il n'y a pas de problème, on les accompagne jusqu'au bout, on les transfère pas, alléluia. Ça va pas. Il va falloir se dire maintenant comment on va faire, sachant que la moitié du personnel n'est pas formé et que c'est le rôle des infirmières que d'accompagner ses collègues non formés. J'en arrive au bout. Voilà, alors ce titre clair-obscur qui me plaisait beaucoup, de la dignité et de l'autonomie. Alors,
ce que je dirais, c'est que malheureusement, les soins palliatifs et les associations d'aide au suicide revendiquent strictement les mêmes valeurs, c'est-à-dire dignité et autonomie. Michel Castral avait déjà relevé dans ses travaux. Et au fond, c'est une affaire d'éthique. Et moi, je pense que c'est une affaire de civilisation. C'est-à-dire que ce que j'ai vu dans cette TMS, qui était de tous les matins refaire le monde, tous les matins rendre la dignité à ses résidents, tous les matins faire communauté, c'est assez remarquable. Donc c'est pour moi moins une affaire, la dignité et l'autonomie d'éthique, qu'une affaire vraiment de professionnels et de civilisation. Deuxièmement, eh bien, vous le savez tous, les réformes de santé sont majeures, toujours plus avec moins, excellent avec rien, on connaît tous ça, hein, toujours mieux, tout ça, la performance, aussi dans le domaine de la santé. Et là, je pense qu'il y a vraiment à la fois une politique qui arrive au bout de ce qu'elle peut proposer, et je rejoindrai aussi la première intervention, une société mortifère. Donc là-dedans, comme professionnel de santé, je pense qu'il s'agit vraiment de développer une réflexion, ce qui m'amène troisième élément de conclusion. Oui, aujourd'hui, les mourants sont âgés, très âgés, souffrent de troubles cognitifs. Les personnes qui choisissent le suicide assisté sont des femmes âgées. Il y a les ouvertures légales que j'ai mentionnées en particulier, enfin en Suisse. Hein. Et donc là, je pense qu'il y a une action professionnelle, non pas des prestations, des protocoles, des guidelines, mais une vraie action professionnelle à déployer et une vraie responsabilité citoyenne au cœur de cette action professionnelle à développer. C'est un défi formidable qu'il nous faut relever. Merci beaucoup. Pour cette présentation qui replace bien la question des professionnels de la santé et de leurs responsabilités. Donc, en tant que futurs professionnels de la santé, vous avez la parole, et ceux qui ne sont pas futurs mais qui sont actuellement ou qui ne sont pas professionnels de la santé ont aussi la parole. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. Alors la première question c'était par rapport au coût de l'assistance au suicide. Vous en avez pas parlé, puis je me demandais si dans le cadre par exemple de Dignitas que je connais un petit peu, j'avais vu un reportage il y a longtemps. Il parlait justement je crois que c'était un reportage français, il parlait justement du coût et je me demandais est-ce que ça pouvait pas éthiquement, est-ce que ça pouvait pas être justement un mobile égoïste s'il n'y avait pas un intérêt financier à l'assistance au suicide en Suisse. Et puis ma deuxième question, j'ai pas très bien compris ce que vous disiez par rapport à la dignité et à l'autonomie, que c'était trop central. Enfin, j'ai pas très bien compris dans la présentation. Et après, à la fin, vous dites que c'est pas qu'une affaire d'éthique, mais c'est une affaire de civilisation. Et je comprends pas très bien, donc je me demandais si vous pouviez un peu développer ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, évidemment, le champ de l'éthique que je connais pas extrêmement bien a beaucoup travaillé ces notions. Hein. Est-ce que la dignité est intrinsèque ou relative, l'autonomie, comment est-ce qu'on la déploie, à quelles conditions. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses autour de l'éthique. Moi, je pense que, à mon avis, c'est pas une affaire uniquement d'éthique, mais c'est vraiment une affaire de civilisation. Ça veut dire quels êtres humains voulons-nous être aujourd'hui et quels professionnels voulons-nous être aujourd'hui. Si vous voulez parler d'éthique dans un bureau comme ça entre gens de bonne compagnie, c'est bien. Produire je me réjouis de me faire contredire, mais enfin produire des prises de position comme ça. Moi, je pense que comme professionnel de la santé, il faudrait passer moins de temps à discuter puis plus de temps à agir auprès des gens, cesser de, au fond, déléguer le travail du corps aux professionnels moins formés, mais retourner au cœur des soins. Et au fond, ce que j'ai vu dans cette TMS pendant ces 2 ans,
ans. Au début, je trouvais que c'était un peu... Au début, je venais très tôt le matin, j'écoutais le rapport de la nuit, puis avant de me lancer dans les soins, parce qu'on était en observation participante, quelquefois je restais au bureau et j'écoutais les MS se réveiller. Et au début, je me disais, je prenais des notes comme ça, et je me disais, ouais, bon, quand même, bonjour, ça va, vous voulez manger? Enfin, il y avait une espèce de musique comme ça qui me faisait dire, c'est superficiel, à quoi ça sert, ou comme ça. Et au fil du temps, au fait, ce qu'il est apparu, c'est que vraiment, ces professionnels font acte de civilisation, c'est-à-dire qu'ils refont le monde tous les matins. Tous les matins, ils recréent la civilisation, c'est-à-dire le rapport humain, le contact, et ils rendent la dignité tous les matins à ces gens avec les moyens qui sont les leurs en fonction de leur formation ou autre. Donc voilà, alors c'est une prise de position de ma part pour dire, je rejette pas l'éthique, mais je dis, je pense que quelquefois il faudrait moins causer et plus agir. Voilà, c'est une position que j'ai. Alors par rapport au mobile égoïste, là je me retourne plutôt vers ma collègue Claudia. Par rapport au coût, ce que je sais, c'est que la plupart des procès qui ont été faits à Exit Suisse Romande ont été gagnés et que cette question du mobile égoïste n'a jamais donné lieu, en fait. Si, alors voilà, je pense que c'est... Oui, je t'en prie, ça c'est Claudia. Bonjour. Alors par rapport à cette question du mobile égoïste, effectivement, l'intérêt financier peut constituer un mobile égoïste, évidemment. Et Dignitas, qui reçoit donc surtout des personnes qui en fait sont domiciliées à l'étranger pour les assister donc vers un suicide assisté, demanderait, d'après ce qu'on en sait, une somme qui avoisine les 10 000 francs suisses. Hein. Donc c'est une somme relativement importante, même pour nos relations ou pour notre pays. Et l'administration fédérale s'est penchée sur la question de savoir si effectivement cette somme pouvait constituer un mobile égoïste au sens de la loi. Cette enquête a donné lieu à un rapport qui est consultable sur le site de l'administration fédérale. Et la conclusion de ce rapport est de dire que la somme est juste un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait considérer comme étant un mobile égoïste, voilà. Donc, ou autrement dit, Dignitas a apparemment pu convaincre l'administration fédérale que leurs frais, qui sont relativement élevés, probablement quand même, par rapport à ces personnes qui viennent donc de l'étranger, justifiaient cette somme. Mais comme je l'ai dit aussi dans le cours qu'on a eu ensemble, j'estime que là on est vraiment aux limites de ce qui est considéré comme légal ou bien pas. Il y a Charlotte sur l'éthique. Tu penses bien que j'allais te répondre. Mais j'attendais que ça. Alors, j'abonde dans ton sens, Muriel. Évidemment, oui. L'éthique comme cerise sur le gâteau, ça marche pas. En revanche, comme philosophe, je voudrais dire que la dernière question que tu as posée, que voulons-nous comme civilisation? Que voulons-nous comme être vivant, mourant? Que voulons-nous être comme professionnels dans notre positionnement? Est une question philosophique, éminemment philosophique, que l'éthique n'est qu'une partie de la philosophie, que l'éthique est un terme qu'on a importé dans les soins d'une manière très simple pour avoir bonne conscience et avoir un alibi philosophique. Je suis très heureuse de voir que la dame qui est intervenue ce matin, dont j'ai beaucoup apprécié la conférence, fait référence à 7 philosophes dans sa conférence. J'aimerais juste vous rendre sensible à ça et vous dire qu'il y a quand même de l'espoir quand on est quelqu'un qui aime la sociologie, la philosophie, il y a de l'éthique clinique, de la réflexion au cas par cas, extrêmement pragmatique. Et que, évidemment, c'est ce modèle-là qu'il est urgent d'apporter dans les soins. Les grandes démarches éthiques qui durent 50 minutes et dans lesquelles on va réunir le grand prof et la femme de ménage, j'y crois très peu. On est bien d'accord, Muriel. Parce qu'on n'y arrivera jamais. Parce que les situations sont urgentes, comme tu l'as très bien dit. Le temps est resserré dans ces problématiques-là. Donc voilà, essayons d'aller vers le cas par cas. Et militons pour que ces thématiques soient abordées par le bon biais. Et pas par celui de l'idéal éthique, qui ne peut pas exister dans les soins.
Je profite pendant que le micro circule. C'est vrai que des observations qu'on a pu faire, les infirmières en particulier s'éloignent de plus en plus du soin quotidien et tout. Et ma crainte, c'est qu'au fond, on parle sur au lieu de faire. Et qu'au fond, je rêverais, tout comme quand j'aurai le premier résident DMS qui rentrera dans un service spécialisé, je pèterai le champagne. Et puis quand le colloque éthique se fera uniquement avec des aides-soignantes ou des auxiliaires de vie du domicile, là aussi moi j'irai volontiers travailler pour que mes collègues puissent discuter d'égal à égal, enfin entre pairs, des situations, tu vois. C'est ça ma crainte, parce que de parler sur, mais ceux qui sont dans l'action, il faut qu'ils aient aussi un accès à la parole. Muriel, je suis intéressée de savoir un petit peu plus par rapport à cette libéralisation et donc qu'il n'y ait plus besoin de maladies incurables mais de souffrances intolérables. Tu as parlé de certificats à un moment donné. Comment cela va se passer? Est-ce que ça va avoir une incidence de baisse des taux de suicide? Voilà, c'est donc non assisté. Alors, donc, ce printemps 2014, les 2 principales associations, Exit en Suisse, ont changé leurs critères. Et on dit, il n'est plus nécessaire d'avoir une maladie grave, potentiellement mortelle, pour avoir accès à nos services. Ça, c'était vraiment la bombe. Ils l'ont dit, on le fait parce qu'il y a une importante demande de nos membres âgés, qui effectivement demandent, parce que pour beaucoup c'est inéquitable, parce qu'ils n'ont pas de cancer ou de pathologie potentiellement mortelle, de ne pas avoir accès. Alors jusqu'ici, effectivement, ce que les associations ont fait, en Suisse en tout cas, c'est d'essayer d'éviter d'être poursuivis par la loi. Donc les critères de diligence, et donc on demandait de monter un dossier où il y avait effectivement un certificat de capacité de discernement fait par le médecin, un certificat de maladie incurable également fait par le médecin, un rapport. Tu vois, il y avait le dossier était fait de certaines pièces qui faisaient que, par exemple ici dans le canton de Vaud, au moment où la personne disait voilà, il y a le bénévole d'Exit appelait la police pour dire une personne s'est suicidée, je suis là. Enfin, il y avait une bonne pratique, si tu veux, qui était faite. Aujourd'hui, on change avec ces critères, donc je ne peux pas tellement te répondre. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont demander de nouveau aux médecins de faire un certificat de polypathologie invalidante liée à l'âge? Je ne sais pas ce que les associations vont faire. Leur but, c'est comme on est sauf dans le canton de Vaud, hein, mais comme on est dans un certain flou légal, c'est qu'il faut faire un dossier qui évite des ennuis à l'association et aux proches. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Donc, jusqu'ici, il y avait la course au certificat, ce qu'on a vu dans notre étude. Dans le canton de Vaud, maintenant, cette étude est obsolète, puisque, par exemple, dans les EMS, la procédure est très claire sur comment. Et il y a 2 éléments. C'est que la capacité de discernement, eh bien, le fardeau de la preuve est sur les professionnels, si on veut. C'est eux qui doivent faire la preuve que la personne n'aurait pas sa capacité de discernement. Et puis, c'est un délai d'1 mois. Pour répondre. Donc il y a une nouvelle pratique là sur laquelle on n'a pas de chiffres. Donc les certificats, c'était la pratique des 25 autres cantons qui est mise en place pour essayer d'éviter le maximum les ennuis. Et si la police est assez bien perçue, en particulier dans le canton de Vaud, c'est parce qu'elle a l'habitude de ces dossiers. Elle a l'habitude des pièces justificatives qui sont là, et en général ça se passe assez bien. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est pas une réelle question, en fait. J'avais envie de connaître plus largement la question, parce que c'est vrai qu'un suicide naturel, on peut se louper, rester en vie et trouver finalement que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors que dans le suicide assisté, bah, c'est radical. Et voilà, c'est une question que je me pose. Des situations donc, que les proches nous ont rapportées, c'est vrai que une fois que la décision est prise, la date est fixée, vraiment toute l'énergie de tout le monde est focalisée sur la réussite de ce suicide. Et je dis dans une seule situation, une des personnes a essayé d'enrayer la machine, mais ça n'a pas été possible, quoi. En particulier pour le suicidant qui disait qu'il y avait un petit doute.
Mais au fond, il avait mis ça en place, c'était un homme de décision, donc il est allé jusqu'au bout. Là, ce sont les professionnels qui sont importants. Je l'ai dit, la marge, elle est très étroite pour les professionnels parce que souvent, ce sont des gens qui ne veulent pas s'expliquer, qui connaissent très bien les soins palliatifs, qui ont décidé qu'ils n'en voulaient pas, ou alors qu'ils les utilisaient, qu'ils les instrumentalisaient en fonction de différents besoins. Mais là, je pense que pour répondre... savoir si plus, moins de suicides, ça je peux pas te répondre, mais je pense que vraiment pour les professionnels, le pire c'est d'abandonner ces gens-là, si tu veux. Et donc il s'agirait vraiment de se faire ce que demande l'Asie, c'est vraiment de garantir la continuité des soins, de rester, d'essayer de comprendre, mais de respecter, parce que dire c'est affreux, vous allez faire souffrir, tu vois, il y a vraiment là, et à nous, profs, de travailler avec nos étudiants, à être vraiment assez fins sur l'intervention et de rester près de ces gens. Qui ne veulent pas de nous, quelquefois, hein, d'ailleurs. Une dernière question. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais remercier encore.